Affaire du journal illégal, l'opposition à l'hôtel de ville réagit. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mardi Mathieu. Salut. Celui qui a sorti l'histoire du journal illégal hier, qui fait pas mal de bruit. Et d'ailleurs, Mathieu, Respect citoyen va demander aux autorités, à la commission municipale du Québec ou au commissaire à l'éthique d'enquêter sur l'affaire du journal illégal dont on vous parlait hier et fondée par le conseiller municipal Jean-Luc Lavoie. Mathieu, l'opposition à l'hôtel de ville de Québec parle de problèmes éthiques, rien de moins. Exactement. Et Stéphane Lachance ne croit pas un seul mot des prétextes qui sont fournis par Jean-Luc Lavoie et va, je le cite au mot, entreprendre des démarches pour qu'effectivement les autorités se penchent sur les faits qui entourent cette affaire-là. Un peu de rappel de contexte, je vous indiquais hier que le journal de Sainte-Foy, Sillery-Cap-Rouge et Saint-Augustin est publié illégalement depuis novembre dernier. C'est un journal qui, en fait, a été radié par le registraire des entreprises parce qu'il n'a pas fourni en temps utile les documents nécessaires malgré plusieurs lettres de rappel. Et le fondateur, c'est Jean-Luc Lavoie, oui, un conseiller de Québec fort et fier. Il n'est plus dans la gestion du journal depuis son élection en novembre, mais c'était lui qui était le patron quand le registraire envoyait des lettres qui sont restées sans réponse. Le journal n'était pas supposé continuer à être publié après avoir été radié, mais a continué à apparaître, illégalement donc. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs élus de plusieurs paliers de gouvernement, dont des conseillers de l'équipe du maire, qui ont continué à acheter de la pub dedans. Stéphane Lachance, donc, sur les prétextes de M. Lavoie et sur la suite des choses. Les explications de M. Lavoie ne m'ont pas vraiment convaincu, là, je ne vous le cacherai pas, surtout quand il dit qu'il n'a pas reçu le courriel. C'est souvent ce que les gens disent lorsqu'ils ont un compte impayé. J'ai pour ça à lettre. Mon problème, c'est qu'on continue à mettre de la publicité de la part de collègues à l'intérieur de ce journal-là qui, techniquement, n'est plus accrédité à travailler. Donc, cet argent-là, elle va où? Elle va à qui? C'est un problème d'éthique, de conflit d'intérêts. C'est assurément pas acceptable. Assurément. Il y a beaucoup d'interrogations face à ça, puis je pense que autant le commissaire à l'éthique que la CMQ devraient se pencher sur ça. Il y aura sans doute un autre épisode. Mathieu, c'était aussi les États généraux sur les infrastructures municipales aujourd'hui. Et là, il y a un peu d'argent qui déboule. Rappelle-toi, le mois dernier, les anciens ministres des Finances, Monique Jérôme-Forget, Nicolas Marceau, avaient déposé un rapport qui a fait beaucoup de bruit. Et depuis ce temps-là, on parle beaucoup du déficit d'entretien des infrastructures municipales au Québec. Aujourd'hui, pour ne pas arriver les mains vides aux fameux États généraux qui a été décrété le mois dernier, bien, le gouvernement Fréchette est arrivé avec 1 milliard de dollars sur 10 ans pour les infrastructures en eau. C'est un bon pas dans la bonne direction, nous dit l'administration Marchand, mais c'est clairement passé. Il ne faut pas penser que ça peut s'arrêter là. Il va en falloir pas mal plus pour résorber le déficit, juste 5,5 milliards de dollars, juste pour la Ville de Québec. En attendant, je reviens à Stéphane Lachance parce que je lui ai demandé, « Hey, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de Paul Saint-Pierre Plamondon de laisser tomber le TGV et de prendre cet argent-là pour les fameuses infrastructures? Nouvel allié pour le leader péquiste. Mais oui. Absolument. Absolument. Ça, j'ai absolument. Moi, je veux dire, avant de mettre 200 milliards de dollars sur un TGV, on va commencer par régler nos infrastructures. Ça, c'est sûr et certain. Là-dessus, c'est indéniable. C'est même une recommandation. Pardon? C'est même une recommandation. C'est même une recommandation. Ben, alors, mais là-dessus, moi, ça me rejoint absolument. Merci, Mathieu. Je t'en prie. Bonne soirée. Bon, enfin, les températures estivales sont là. Ça veut dire que la saison du vélo est bien commencée. Ça veut dire aussi que la saison de vélo va bon train. Et d'ailleurs, le bilan du début de saison a été fait. Aujourd'hui, on s'en va trouver Félix-Antoine sur le terrain à vélo. Ben oui, Jean-Simon, écoute, il y a une folie apparemment autour de vélo. Fait qu'il fallait bien que je l'essaye, moi aussi. J'avais du temps de lousse apparemment avant de te parler. Un vrai Tadej Pogačar. Oui, c'est quand même un bilan qu'on juge très positif là, du côté de vélo. 42 % d'augmentation avec la même date l'an dernier là, des déplacements. On est prêt à plus de 600 000 déplacements depuis le début de la saison de vélo. Donc on juge que c'est majeur. Évidemment, il faut quand même mettre des astérix à tout ça. Il y a évidemment plus de vélos comme à chaque saison, mais la saison a aussi débuté 2 semaines plus tôt. Donc il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Reste qu'on juge quand même que c'est majeur et on juge que les travaux du tramway ont quelque chose à voir avec ça. Que les travaux du tramway font que plusieurs personnes se déplacent à vélo plutôt que de prendre leur automobile. Je leur ai demandé comment on pouvait faire ce lien-là si les augmentations de déplacement étaient relativement normales d'année en année pour un vélo. La statistique qui nous fait ressort que notre pari, on a gagné notre pari, c'est que dans la zone de travaux, c'est 70 % des déplacements de vélo qui s'effectuent alors que c'est seulement 58 % des effectifs. Donc, ça veut dire que dans cette zone-là, les gens ont évalué leurs options puis ils ont déterminé qu'à vélo, c'était la façon la plus efficace de se déplacer. Bon,
Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un impact concret sur la circulation, Félix? Bien, les deux mots magiques, à chaque fois qu'on parle de transport actif, transport en commun, Jean-Simon, bien, c'est transfert modal. C'est toujours l'espèce de facteur pour déterminer si ça s'est bien passé, s'il y a des gens qui, normalement, auraient utilisé l'automobile, qui, finalement, bien, ont utilisé un autre mode de transport commun. Dans ce cas-là, évidemment, on parle d'Avelo. Et, encore une fois, du côté de Capital Mobilité, qui s'occupe d'Avelo, bien, on est convaincu qu'il y a une différence et qu'elle est majeure dans ce dossier-là avec les travaux du tramway. Dans le sondage de fin d'année au mois de novembre, on a demandé aux gens s'il n'y avait pas eu le service à vélo, vous auriez fait vos derniers déplacements selon quel moyen? 26 des gens nous disaient « j'aurais pris mon automobile ». Pas sur 4. Exactement, à peu près. Donc, lorsqu'on regarde l'achalandage, lorsque j'ai fait le calcul, on était à 638 000 déplacements. J'applique le 26 ça me donne 165 000. Et on sait que 70 de ces déplacements-là sont dans la zone des travaux. Donc, on arrive à 116 000 de déplacements pour le secteur de la Haute-Ville et des travaux jusqu'à Sainte-Foy. Donc maintenant, la saison qui se poursuit, évidemment, c'est le FEC qui va être le prochain boom d'utilisation là, pour Avelo. Merci Félix, n'oublie pas de boire de l'eau, c'est important l'hydratation. Certainement. Salut. Bonne soirée. Le SAC a présenté aujourd'hui son bilan routier annuel pour l'année 2025 et franchement, il y a un chiffre qui saute aux yeux, c'est celui de la capitale nationale. On va décortiquer ça avec mon invité qui est avec moi en studio, Geneviève Côté de la SAC. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Jean-Simon. Bon, d'abord le bilan national. Qu'est-ce qu'on retient pour l'année 2025? Une stabilité, somme toute, du côté des décès. On a 371 décès en 2025. On en avait 379 l'an dernier. Du côté des blessés graves, assez stable. Augmentation des blessés léger. Donc, on le voit de plus en plus, on a une augmentation de 9 quand on compare à la moyenne des 5 dernières années. Alors, on voit que du côté des jeunes conducteurs, on a encore des problématiques, les 16 à 24 ans. Chez les conducteurs également, les utilisateurs du réseau routier de 75 ans et plus aussi, on voit une augmentation qui est assez importante de 20 Donc, c'est un bilan qui, quand même, nous suscite plusieurs interrogations. Donc, il faut s'y attarder. Parlons de la capitale nationale, parce que là, les chiffres qu'on va vous montrer à l'écran sont franchement préoccupants. En 2024 et 2025, on est passé de 19 à 35 morts sur les routes. Donc, c'était pas juste une impression. J'ai l'impression d'avoir parlé de plusieurs accidents mortels dans la dernière année. Geneviève, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on se le demande. Et ce n'est pas que quelques accidents qui ont fait plusieurs victimes. Donc, c'est plusieurs accidents. Quand on compare la moyenne des 5 dernières années, on a une augmentation de 88 des décès sur les routes. C'est énorme. Quand on regarde les statistiques de plus près, on voit qu'il y a une augmentation de la circulation également dans les secteurs résidentiels, une augmentation des accidents également dans les secteurs résidentiels. Est-ce que c'est ça dans des secteurs où souvent la limite de vitesse est à 50 km/h et moins? On voit également une augmentation des accidents qui impliquent là, les conducteurs de véhicules de promenade. Il y a une augmentation du parc automobile de façon générale aussi. Donc, il y a ça qui est une piste quand même d'explication, mais il en demeure pas moins que c'est un voyant rouge là, pour la capitale nationale. Est-ce que la prévention, ça fonctionne encore? Je regardais des chiffres là, qui datent beaucoup. Le 1973, c'était 2209 morts. On voit quand même qu'en 50 ans, on a beaucoup baissé le bilan routier. Mais est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce qu'il y a encore du chemin qui est possible ou on attend à un moment donné un seuil statistique ou est-ce qu'il n'y a plus grand-chose à faire? Très bonne question. Oui, la sensibilisation fonctionne encore, puis j'ose y croire. C'est vrai que dans les dernières années, on a un certain plateau, mais un mort est toujours un mort de trop. Il faut continuer nos activités de sensibilisation. On a notre campagne en ce moment, un mort par jour, qui circule énormément et qui nous présente une victime potentielle de la route différente à chaque jour et qui nous fait réaliser ça, que ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça peut être un de nos proches. Donc oui, la sensibilisation, mais à elle seule, elle ne pourra pas tout régler. Donc, c'est le travail avec les policiers aussi sur le terrain, le contrôle et la législation, les lois qui évoluent là, au fil des années. Même un mort par jour, ça frappe l'imaginaire, effectivement. Geneviève, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Et justement, il faut qu'on en parle pour qu'on apprenne que le conducteur impliqué dans un accident grave à Beauport hier est malheureusement mort de ses blessures. Le véhicule de l'homme âgé dans la soixantaine était entré en collision avec un camion à plateforme sur le boulevard Sainte-Anne. La victime avait été transportée à l'hôpital à l'arrivée des policiers. Et pour toutes vos nouvelles, nos chroniques, des vidéos, des infolettes, consultez notre site web nouveau.info.
Ce soir de conseil municipal à Lévis, il va être beaucoup question des finances de la ville. Mais Caroline, il y a un dossier qui était cher à l'ancienne administration de Gilles Lehouillier qui continue de faire jaser pas mal. Oui, d'ailleurs, je vous ramène en 2017. À ce moment-là, l'administration de Gilles Lehouillier avait fait l'acquisition de terrains à proximité du chemin du quai dans le secteur Saint-Nicolas. Et l'objectif, c'était de redonner l'accès au fleuve, d'en faire, en fait, sur ces terrains-là, un parc urbain, un peu comme ce qu'on a fait avec le quai Paquette ou encore l'Anse Benson à Saint-Romuald. Et depuis, par contre, il n'y a pas de développement à ce niveau-là. Ce qui a fait réagir, par contre, la conseillère de Saint-Nicolas de Repensons Lévis dans les dernières semaines, c'est que sur ces terrains-là, on a détruit un bâtiment pour des raisons de sécurité, dit-on. Mais ce qu'elle craint, c'est qu'on revende le terrain pour un nouveau projet immobilier. Et du côté de Lévis Force 10, on l'accuse de se faire du capital politique. C'est un peu désolant en réalité là, de voir la conseillère de Saint-Nicolas, Isabelle Lefebvre, se faire du capital politique sur un enjeu comme celui-là. C'est important là, d'avoir l'ensemble de l'information. Et puis, ce n'est pas le cas dans ce dossier-là. Et puis, ça cultive forcément l'insécurité des citoyens. C'est une promesse qui s'est faite en 2017, en 2021, qui devait se réaliser pour 2023. La population attend après ça. Donc, ils m'en demandent des comptes. Première chose que j'ai fait quand j'ai été élue, c'est de poser des questions. Puis, on ne me répond pas. Fait que le fait que j'ai pas de réponse à mes questions, c'est inquiétant. Et il y a le bilan financier de la ville de Lévis aussi. On se souvient, en novembre, ça sonnait assez catastrophique. Finalement, le bilan serait moins dramatique que ce qu'on pensait? Oui, tu l'as dit, en novembre dernier, on parlait d'un bilan donc catastrophique avec un manque à gagner de près de 14 millions de dollars. Ça avait énormément fait réagir, notamment du côté des commerçants. On se demandait comment on réussirait à récupérer ce montant-là, d'autant plus qu'une ville doit normalement déposer un budget équilibré. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, selon des documents qui vont être déposés, on parle d'un surplus de 33 millions de dollars. Et comment on explique ça? On parle, entre autres, de la croissance du marché immobilier là, qui s'est poursuivie dans les derniers mois et la baisse des dépenses du côté de la ville. À nouveau, les oppositions. Je vais aussi prendre le temps quand même de relever qu'on a parlé d'une situation financière qui était précaire, que l'ancienne administration laissait un bilan catastrophique et puis que les Forces 10 avaient mis la ville dans un état financier difficile. On le voit aujourd'hui. Oui, on fait face à des défis comme plusieurs grandes villes du Québec, mais on voit aujourd'hui que la santé financière de la ville est bonne. Il y a des bonnes questions à se poser. On commence l'année avec un budget qui est supposé être balancé. Puis on arrive à la fin d'année avec probablement des surplus, comme on dit. Donc, si c'est le cas, comment ça, en janvier, on parlait de coupure? La population a le droit de se poser des questions. Comment qu'on balance? Si c'était mon budget, on poserait des questions. Merci, Caroline. Merci, bonne soirée. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos où des gens prétendent commettre des vols à l'étalage. These are cool. Let's see why not. C'est des vidéos qui accumulent des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui sont des mises en scène, d'autres qui sont un peu plus difficiles à cerner si c'est réel ou non. Mais une chose est certaine, c'est qu'auprès des jeunes qui les consomment, il peut y avoir un vrai impact. Il y a là-dedans une espèce de banalisation, si on veut, du geste qui est commis, qui est un geste criminel. Ils sont en recherche totale d'identité. Ils se rebellent un peu contre les adultes, contre leurs parents. Ils se cherchent beaucoup. Et donc, ils peuvent aller chercher, là, dans ce genre de vidéos-là, une espèce de modèle à suivre. Le côté aussi suggestible est vraiment élevé. Donc, c'est très difficile, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'être soi quand on est ado. On cherche à être différent des adultes, mais si on remarque bien, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus charmant, d'une certaine manière, quand tu vois des ados. Ils sont tous pareils. Tout d'un coup, il y a une coupe de cheveux qui part. On a tous la même coupe de cheveux. C'est un phénomène qui est amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux qui a tendance à pousser du contenu similaire à ce que l'on a déjà consommé. À force d'être exposé au même comportement encore et encore, ils peuvent finir par être banalisés. L'adolescent va avoir de la difficulté à discerner est-ce que c'est valide ce que la personne dit. Puis là, je me le fais rappeler au niveau des algorithmes. C'est ça qu'il faut qu'on aide les ados à développer leur esprit critique parce que l'ado brillant aussi a le goût de savoir s'il est en train de se faire flouer. Et si vous avez manqué des nouvelles, si vous souhaitez relire nos chroniques, voir des vidéos, vous abonner à nos infolettes, je vous invite à consulter notre site web, info.info.